Bonjour, bienvenue, merci d'être venu. Je vais vous parler des annotations. Enfin, d'abord, je vais me présenter. Donc, je suis Eamon McManus, je suis chez Google depuis 2011. Je travaille en fait dans le groupe App Engine, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que je vais présenter. Mais comme vous le savez peut-être, chez Google, on a la possibilité de passer 20% de son temps sur un autre projet. Et donc, dans mon cas, c'est dans le groupe Java Core Libraries, c'est ceux qui s'occupent de Guava. Et dans ce cadre, j'ai créé l'annotation processor AutoValue dont je vais parler, entre autres choses. Avant, j'étais chez Sun, c'est devenu Oracle, et j'étais dans l'équipe JDK à la belle époque. Donc, ce que je vais présenter, c'est ce que c'est qu'une annotation processor. Un annotation processor, un processeur d'annotation. Je vais présenter deux exemples qui sont AutoValue et Dagger. Je vais expliquer un petit peu comment marchent les annotation processors et je vais présenter quelques détails sur la manière d'écrire soi-même un annotation processor. Bon, petit rappel pour ceux qui auraient oublié ou qui n'auraient pas eu l'occasion. Les annotations Java, c'était introduit en Java 5. Et ça a cette tête-là, ça peut s'appliquer à des classes, à des méthodes, des champs, des paramètres. C'est add quelque chose, il peut y avoir des arguments et ainsi de suite. Donc ce dont on va parler, en fait, c'est des processeurs qui sont en quelque sorte déclenchés par la présence de ces annotations et qui peuvent en faire quelque chose. Donc un processeur d'annotation, c'est une façon d'étendre le compilateur JavaC. Enfin, le compilateur Java, je devrais dire. Ça a été standardisé en Java 6. Donc avant, il y avait un truc dans la JDK qui s'appelait APT. Et essentiellement, les processeurs de notation, c'est la standardisation de cette chose. Comme c'est un standard, c'est supporté par les deux compilateurs Java principaux, qui sont JavaC de la JDK et le compilateur d'Eclipse. Donc, un processeur peut analyser le code Java qui est en train d'être compilé. Il peut introduire de nouvelles erreurs et warnings, et il peut générer de nouveaux codes à être compilés en même temps que le code d'origine. Donc c'est ce que je vais présenter dans les deux exemples que je vais donner. Alors, premier exemple, AutoValue. Je vais expliquer d'abord un peu le problème que ça résout. Donc, ce qu'on appelle en anglais value type, je veux dire un type de valeur, est une classe immuable, les propriétés ne changent jamais, donc deux instances de cette classe-là qui ont les mêmes propriétés finalement sont interchangeables, elles sont équivalentes. On favorise, dans les pratiques Java, on favorise quand même les classes immuables, pour de bonnes raisons, dont celle que je cite ici. C'est facile de raisonner sur ces classes-là. Si on passe une instance de cette classe-là, une méthode, on n'a pas à s'inquiéter que la méthode va changer quelque chose de la classe, parce que de toute façon, rien de la classe ne peut changer. Et l'autre grand avantage que ça a, c'est que c'est thread safe, donc on peut l'utiliser dans la concurrence sans aucun souci. Donc il y a plusieurs utilisations de ce genre de classe dans Java. Par exemple, si on a besoin de retourner plusieurs valeurs d'une méthode, alors on peut créer une classe exprès qui contient les valeurs à retourner et simplement retourner une instance de cette classe. Ou alors, si on a besoin d'avoir une map dont les clés sont en quelque sorte des tuples, des multiples, on peut mettre les valeurs à utiliser dans une seule classe, encore une fois, et les utiliser comme la clé de la map ou alors la valeur de la map. Donc vous avez sans doute rencontré ce genre de problématique dans votre code, ça doit être familier. Donc idéalement, si on devait créer un type de valeur, ça aurait un peu cette tête-là, c'est-à-dire qu'on déclarait les champs du type, et on créerait, ces champs-là seraient finaux, donc c'est que ça ne change jamais, donc propriété d'immutabilité, et on créerait un constructeur qui affecte les champs d'après les valeurs des paramètres. Donc ça c'est bien, mais c'est pas très Java ça quand même. Les champs comme ça publics
Ça ne se fait pas parce que ça veut dire qu'un client de cette classe-là, finalement, a trop de détails d'implémentation. Il sait que ces propriétés-là sont des champs. Si demain, on a envie de changer l'implémentation pour que ce soit des méthodes qui, par exemple, calculent une valeur au lieu d'en retourner une, on ne peut pas parce que le client accède directement au champ. Donc ça, c'est pas très bon comme premier essai. Alors, deuxième essai, c'est déjà un petit peu plus verbeux. On a été obligé de rajouter des méthodes d'accesseurs, de rendre les champs privés et de faire en sorte qu'on y accède à travers des méthodes. Donc, bon, ça tient à peu près la route, mais là, le problème qu'il y avait déjà avec la première version, c'est qu'on n'a pas défini les opérations d'égalité et de hashcode. Ce qui veut dire que si j'ai deux instances de cette classe-là qui ont les mêmes propriétés, en fait, comme on n'a pas overridé le equals de object, ça va utiliser l'identité comme opération de comparaison, et donc ces deux valeurs ne vont pas être considérées comme égales. Donc, au final, on va avoir envie de définir equals, de définir hashcode, et probablement, tant qu'on y est, on va définir toString aussi. Donc, les méthodes de object, globalement, on va toutes les overrider. Et au final, on a un truc comme ça. Alors, je ne vous demande pas de lire ce code-là, mais j'imagine que vous avez eu l'occasion d'écrire ce genre d'horreur et vous vous êtes dit, il devrait quand même y avoir une meilleure manière de faire. Parce que si on regarde chaque propriété de la classe, comme la propriété postcode, figure 11 fois, je les ai comptés, 11 fois dans la classe, et à chaque fois qu'on va rajouter une nouvelle propriété, on va devoir changer 11 fois, introduire 11 lignes ou 11 références à cette nouvelle propriété, juste pour l'introduire. Donc ça, c'est quand même très pénible. D'où l'intérêt d'AutoValue. Alors l'idée d'AutoValue, c'est qu'on se rapproche un peu de la simplicité du tout premier modèle, c'est-à-dire on va mettre une annotation AutoValue sur la classe, on va déclarer la classe abstraite, on va avoir une méthode abstraite par propriété de la classe, et au lieu d'avoir un constructeur, on va avoir une méthode statique, une méthode factory, qui va appeler, et c'est là un peu l'astuce, qui va appeler un truc, c'est quoi? En bas là, le new AutoValue sous-adresse. Alors ça va être une sous-classe de cette classe-là. Cette classe-là est abstraite, donc il va bien falloir qu'on ait une sous-classe concrète pour pouvoir avoir des instances. Cette sous-classe abstraite, c'est le processeur AutoValue qui va la créer. Donc, pour une classe qui s'appelle adresse, AutoValue, il va créer AutoValue sous-adresse, AutoValue sous-le même nom, avec un constructeur qui a les mêmes propriétés. Donc on fait ça et en quelque sorte le tour est joué. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que vu de l'extérieur, personne ne voit que AutoValue a quelque chose à voir avec cette classe. Tout ce qu'on voit de l'extérieur, c'est que c'est une classe qui a des méthodes StreetAddress et postcode, tout comme la dernière version. AutoValue, c'est un détail d'implémentation, c'est caché. Si demain on a envie de ne plus utiliser AutoValue, ben, on peut. Donc concrètement, voici la sous-classe, enfin le squelette de la sous-classe qu'AutoValue va générer. Donc c'est tout à fait ce qu'on aurait écrit à la main. Il y a des champs privés. J'ai oublié de dire, oui. Petite chose qu'AutoValue fait, c'est qu'il fait des validations en plus. C'est-à-dire, et ça je l'ai montré sans en parler dans cette version-là, c'est qu'en plus on va vouloir quand même valider que les paramètres qui ne doivent pas être nuls, effectivement, ne sont pas nuls. Donc AutoValue, il va faire la même chose, c'est-à-dire que toute propriété qui n'a pas été annotée nullable va être vérifiée au moment de la construction et on va jeter une exception si effectivement c'est nul. Donc, on implémente les méthodes abstraites de la façon évidente et on implémente les méthodes equals, hashcode et toString également de la façon évidente. Donc ça, c'est un exemple. Comment ça a marché? Alors là, je montre qu'en entrée de notre compilation, on avait 3 fichiers, donc foo et bar qui étaient des fichiers quelconques.
Et puis, celui qui nous intéresse, qui est adresse.java, là, qui a la notation autovalue. Donc, le compilateur JavaC va faire une première phase de compilation sur ces fichiers-là qui étaient donnés en entrée. Et après ça, il va regarder est-ce qu'il y a des processeurs d'annotation qui s'intéressent aux classes qui viennent d'être compilées. Donc, en l'occurrence, comme on a vu une classe avec la notation autovalue et qu'on a invoqué le compilateur pour qu'il puisse, enfin, on l'a configuré d'une façon pour qu'il puisse trouver le processeur d'annotation d'autovalue, on va se dire, ah oui, cette classe-là, il faut signaler à autovalue processeur qu'on l'a vu pour qu'il fasse ce qu'il a à faire. Et donc, le processeur, lui, il va générer donc, la fameuse classe dont je parlais, autovalue sous-tiret adresse. Il va le générer à un endroit non spécifié. Ce n'est pas au même endroit que les fichiers sources, parce que finalement, c'est un fichier généré, donc il faudrait, quand on fait clean, par exemple, qu'il disparaisse. Mais il va générer ce fichier-là. Et puis, le compilateur va faire la même chose avec ce fichier que ce qu'il avait déjà fait avec les fichiers d'entrée. Éventuellement, si ce fichier a à son tour des annotations, on va de nouveau invoquer des processeurs d'annotation. Il se trouve, en l'occurrence, qu'il n'y en a pas. Donc là, on a fini avec les annotations. Donc, on a tout un ensemble de fichiers qu'on a compilés partiellement, suffisamment pour que les annotation processors puissent faire ce qu'ils ont à faire. Donc, on va prendre les fichiers qu'il y avait en entrée et puis les fichiers qui ont été générés. Et on va, pour chacun, on va générer le code correspondant. Donc, pour chaque point Java, on va générer un point classe de la façon classique. Donc, déjà, une chose que moi je trouve assez étonnante, c'est que quand on a compilé adresse.java, il avait cette référence-là, return new autovalue sous-adresse, à quelque chose qui n'existait pas. Mais ça ne l'a pas gêné. Il s'est arrêté avant que ça pose problème, finalement. Il a invoqué les processeurs de notation en espérant quelque part qu'il y en aurait un qui générerait cette classe. Il se trouve que oui. Alors du coup, il reprend sa compilation là où il l'avait arrêté. Et tout marche parce que maintenant, ce type-là existe grâce au fichier qui a été généré. Alors, petite démo. Je fais avec mon IDE préféré, NetBeans. Donc, je dirais, un des gros avantages des processeurs d'annotation, c'est qu'ils sont quand même bien intégrés dans les IDE. Donc, les trois IDE principaux qu'on a dans le monde Java, NetBeans, Eclipse et IntelliJ. Et ça veut dire que ces IDE font une compilation continue. Quand on modifie du code et qu'on fait save, l'IDE va recompiler le code qui a été modifié. Et donc, cette recompilation, si on a configuré l'IDE avec le processeur d'annotation, ça va inclure l'exécution des processeurs d'annotation. Donc, ici, par exemple, j'ai l'IDE. Il ne se plaint pas que j'appelle un constructeur, enfin, que je référence une classe autovalue sous-adresse qui n'est pas dans mes classes sources, parce qu'il a su tourner le processeur d'annotation pour générer cette classe. Et donc, si par exemple, je m'amuse à introduire une nouvelle propriété et que je fais save, alors là, il a fait sa compilation, il s'est rendu compte que maintenant, le constructeur a 3 paramètres et plus 2. Donc là, le message fait quand même un peu lisible, mais il dit constructeur autovalue sous-adresse cannot be applied to given types. Il signale qu'il manque en fait un paramètre. Et comme c'est intégré avec l'IDE et que tous les types sont différents, je peux faire CTRL espace. Oups, non, ça n'a pas marché. Oui, attends, je vais refaire ça. Hop, s'il y arrive. Voilà, j'ai oublié quand même d'avoir ça. OK. Maintenant, si je fais CTRL espace, là, il devine les valeurs des paramètres parce que c'est les seules valeurs qui sont visibles ou les valeurs les plus récentes visibles de ces types-là. Et donc, je n'ai même pas eu à taper, à recopier les paramètres-là parce que l'IDE a su le faire. Autre chose qu'on peut faire avec l'IDE qui est intéressante, c'est que
l'IDE connaît les classes qui ont été générées, tout comme il connaît les classes d'entrée. Donc, par exemple, si je veux voir à quoi ça ressemble, je peux faire commande clic sur ça, il va m'envoyer sur le constructeur de la classe générée. Donc là, je peux voir exactement à quoi ressemble la classe générée. Bon, c'est plus ou moins ce que j'ai montré en squelette. Là, c'est complet, mais aucune surprise là. Et donc, ça marche super bien avec les IDE. Il n'y a aucune contre-indication, je dirais. Et l'autre chose qui est bien, moi je trouve, c'est que si on utilise son IDE avec Maven, par exemple, la AutoValue il est disponible sur Maven Central. Donc, il suffit, dans un projet Maven, d'introduire ces dépendances-là, et automatiquement, son projet dans l'IDE va être configuré pour déjà, l'IDE va télécharger les jars qu'il faut, et en plus, il va configurer le projet pour que on utilise le processeur d'annotation sans qu'on ait d'autres configurations à faire. Donc ça, c'est AutoValue. Alors, deuxième exemple, Dagger. Dagger qui est un système de dépendance et d'injection. Bon, je fais un petit sondage. Combien de personnes ont déjà entendu parler de Dagger? Ah, quand même pas mal. Combien de personnes l'ont déjà utilisé? Pardon. Ah, quelques-unes. Combien de personnes utilisent Juice? Plus, quand même. Ok, bon, ben, je vais quand même présenter les systèmes d'injection de dépendance. Mais globalement, Dagger, c'est similaire à Juice. Ça utilise quelques-unes des mêmes annotations qui étaient standardisées dans le package javax.inject dans le JSR 310. Ça a été créé par des anciens de chez Google, globalement des gens qui étaient déjà très impliqués dans la création de Juice. Ils sont allés chez Square, et chez Square, ils ont fait une espèce de Juice réduit et basé sur les processeurs d'annotation qui est Dagger. Dans un premier temps pour Android, parce que Android a certaines contraintes, et notamment la réflexion est très coûteuse. Alors, d'où l'intérêt de générer du code plutôt que de laisser la réflexion faire le boulot. Mais maintenant, au-delà d'Android, ça commence à s'utiliser assez largement parce que, on verra, c'est nettement plus sympathique par certains côtés que Juice. Bon, déjà, introduction de l'injection de dépendance. Je m'excuse pour ceux qui sont déjà très familiers. L'idée, c'est que si une classe connaît ses collaborateurs, c'est-à-dire les autres classes avec lesquelles il interagit, s'il les connaît trop bien, en quelque sorte, ça devient très difficile de changer l'implémentation et ça devient très difficile aussi de faire des tests unitaires. Donc, je montre un petit exemple. Donc, comme je travaillais sur Gmail avant, c'est l'exemple d'un serveur de mail. Imaginons que le serveur de mail, il a des dépendances, par exemple, sur un message store et un user service. Une façon de faire, ça serait que son constructeur à lui, le mail server, s'amuse directement à créer des instances, des implémentations de ces autres services. Alors là, ça sera terrible, parce que si on a envie de tester ça, ça va être impossible. Moi, je veux écrire un test unitaire de mon mail server. Pour ce faire, je n'ai pas d'autre manière de faire que d'invoquer le constructeur qui va déclencher la création de Message Store, et sans doute que la création de Message Store, ça va nécessiter un accès à une base de données et ainsi de suite. Ça ne va pas être possible. Alors, déjà, une meilleure approche, c'est de dire que les dépendances, le Message Store, le User Service, on va les fournir au constructeur. Donc là, il n'y en a que deux, mais il pourrait y en avoir une dizaine ou autre. Mais l'idée, c'est que toutes les dépendances sont fournies au constructeur. Et du coup, quand on écrit un test unitaire, on peut substituer des fakes ou alors des mocks pour ces objets-là pour ne tester finalement que la logique de mail server lui-même. Donc, je montre ça là. Je crée un fake message store, je crée un mock user service,
Et je crée une instance de mail server qui est câblée à ces deux autres choses et que je peux tester en isolation. Mais bon, on n'a pas vraiment répondu à la question là, parce que là, j'ai dit qu'il faut appeler le constructeur avec ses dépendances, mais qui appelle le constructeur avec les dépendances et comment, lui, il va trouver ses dépendances? Donc, moi, je vais faire une mail server avec Message Store et User Service, mais le Message Store, je l'ai eu où? Est-ce que c'est moi qui l'ai construit? Qui je suis, moi? Donc, si on poursuit un peu cette logique, donc j'ai une autre classe qui appelle ça, mais à ce moment-là, qui construit l'autre classe, on va se retrouver dans le main class à vouloir construire tous les objets qui vont être câblés ensemble. Donc, même dans ce petit exemple, déjà, j'ai un main qui commence à être un peu incontrôlable. C'est-à-dire, j'ai créé une database, j'ai créé un message store avec le database, j'ai créé user service avec le database, j'ai créé un mail server avec ces machins-là, et à la fin, j'ai enfin pu faire mailserver.serve. Mais bon, ça passe pas à l'échelle. Hein. Là, j'ai que 4-5 classes qui sont impliquées, mais imaginons qu'il y en ait des centaines, voire des milliers. Là, ça serait ingérable. Donc, il faudrait introduire une manière de mieux structurer l'expression de ces dépendances. Et donc, c'est l'intérêt des systèmes d'injection de dépendance, que ce soit Juice ou Dagger ou Spring. Parce que là, par exemple, je regarde, même ce graphe-là, il est petit. Hein. Là, je mets plus de choses juste pour montrer. Si je voulais faire la même chose avec le main, là, je commencerai par les feuilles de ce graphe, donc, dont il y a 5. Donc, je créerai ces choses-là. Et là, je remonterai aux choses qui en dépendent directement et je les construirai et ainsi de suite. Donc, ça ne marche pas. Et je fais remarquer au passage que ça, c'est un graphe orienté sans cycle. Et on dit en anglais Directed Acyclic Graph, d'où le nom Dagger, pour ceux qui s'étaient posé la question. Donc, l'idée des systèmes de dépendance, enfin d'injection de dépendance à la Juice ou Dagger, c'est qu'on va prendre la classe qu'on avait déjà avec son constructeur, mais on va rajouter un petit truc qui est @inject. Alors ça, c'est une annotation qui est définie par le JSR dont je parlais. Et ça signale globalement au système d'injection que cet objet-là a des dépendances. Les paramètres de son constructeur sont les dépendances, donc il faudrait, avant de pouvoir invoquer ce constructeur-là, soit construire les instances de ces dépendances, soit utiliser des instances déjà construites pour satisfaire d'autres dépendances. Et enfin, là, on voit la tête qu'a Dagger. Alors, dans Dagger, on va créer un certain nombre de ce qu'on appelle des modules. Juice aussi a des modules qui n'ont pas exactement la même tête, mais c'est la même idée. Le boulot d'un module, c'est d'exprimer les dépendances d'un sous-ensemble du code, donc d'un module en fait, et d'exporter un certain nombre de types que ce module exporte. Donc, en l'occurrence, si on regarde ce module-là, déjà, il est annoté @module, c'est comme ça qu'on sait que c'est un module, et c'est comme ça que le processeur d'annotation de Dagger va savoir que c'est un module. On exprime, donc inject, moi je trouve que c'est un peu mal trouvé comme nom, ça aurait mieux été, par exemple, export, mais globalement, ça définit quels sont les types que ce module va être capable d'injecter, donc tout le nom. Et donc, il se trouve que MailServer Module va savoir injecter ou créer la classe MailServer. Et un module peut en inclure d'autres modules. En l'occurrence, ce module-là inclut le modèle Database Module. Et donc, le module exprime la construction d'objets en disant, avec ces méthodes @provides, donc nouvelle annotation là, @provides. Par exemple, le premier là, ça dit, si j'ai besoin d'avoir un message store, j'appelle cette méthode-là, je m'arrange pour avoir des paramètres que je vais obtenir de façon récursive en appliquant les mêmes règles. Donc, je vais obtenir un message store ample.
par ses propres injections. Et dans ce cas-là, ça va me suffire en fait. MessageStore implémente l'interface MessageStore, donc je peux simplement le retourner. Mais la deuxième méthode montre une autre possibilité, le user service. Là encore, si j'ai besoin d'un user service, je trouve la méthode addProvides qui retourne un user service, je l'invoque. Pour l'invoquer, j'ai besoin des paramètres. J'ai un paramètre qui est un database, donc il faudrait que je trouve un database, que je construise un database en appliquant les règles d'injection. Et en l'occurrence, je vais sans doute le trouver dans le database module, qui est l'autre module que j'ai inclus. Donc j'ai le paramètre, et dans cet exemple-là, la méthode a en fait invoqué le constructeur de user service ample et a retourné user service. Donc tout ça a l'air de beaucoup de boulot pour peu d'effets, parce que là, on voit, il y a quand même que quelques types qui entrent en jeu. L'intérêt s'exprime surtout quand on a des centaines ou des milliers de classes. Par exemple, le serveur Gmail, il y a 2 gros serveurs Gmail, mais entre eux, ils ont environ 2000 classes injectées de la façon. Donc ça, si on devait essayer de les construire par-ci, par-là, d'avoir des objets contexte avec des champs de ces types-là, d'être sûr qu'on a quand même initialisé ceci avant de faire cela, etc., ça serait très difficilement gérable. Donc l'intérêt de Juice, parce que Gmail utilise Juice, mais l'intérêt de Dagger aussi, c'est de sortir cette expression de dépendance du cœur du code, la logique, et de faire en sorte qu'on puisse voir indépendamment comment les choses sont reliées entre elles. Donc, la pièce finale, quand moi j'utilise Dagger, c'est simplement, bon, c'est bien beau d'avoir ce module, mais qu'est-ce que j'en fais? Donc, pour l'exemple qu'on a vu, Object Graph, c'est un type de chez Dagger. Je fais objectGraph.create, je lui donne un ou plusieurs modules. Et ça va construire, en quelque sorte, ou savoir construire, ce graphe-là qu'on a vu tout à l'heure. Donc, objectGraph.create, ça va me permettre d'obtenir toutes ces choses-là. Et comment je les obtiens? J'appelle objectGraph.get avec la classe qu'il me faut, et ça me tourne une instance de cette classe. Donc c'est comme ça que je démarre mon mail server. Donc autre démo, et donc comme il y a des gens qui inexplicablement utilisent Eclipse, je fais la démo avec Eclipse. Donc ça c'est essentiellement la même chose que ce qu'on a vu. Et ça marche. Et pour prouver que ça marche, je vais mettre ça en commentaire, je vais faire save, et là, hop, j'ai une erreur que vous n'allez pas savoir lire, mais ça me dit user service could not be bound, blablabla, for mail server. Essentiellement, ça me dit, je ne sais plus comment obtenir un user service. Et ça, il me le dit avant même que j'ai compilé mon code, et encore moins au moment de l'exécution. Donc là, tout de suite, je peux voir qu'il y a un problème et identifier exactement quel problème c'est. Et si j'essaie de résoudre le problème, par exemple comme ça, hop, effectivement, ça le résout. Donc c'est super sympathique. Encore une fois, pour ceux qui ont utilisé Juice, ce genre d'erreur, généralement, tu le vois au moment de l'exécution, et ça peut être assez difficile de voir d'où ça vient. Bon, donc, quelques petits détails sur Dagger. Dagger est un peu moins puissant que Juice. Ça, c'est en partie à dessein, parce que Juice, c'est quand même vachement compliqué. Et il y a des features dans Juice dont l'utilité est, je dirais, discutable. Donc, Dagger simplifie au maximum. Tout est exprimé par des annotations. Dans Juice, tu peux exprimer les bindings, c'est-à-dire la façon d'obtenir une instance d'une certaine classe. Tu peux les exprimer soit avec les annotations, soit avec du code. Donc les annotations, on a vu. Donc les méthodes provides, Juice les a aussi. Mais Juice permet aussi de dire bind datastore.class to datastore ample.class ou ce genre de choses. Et du coup,
comme on peut écrire du code et on peut écrire n'importe quoi dans ce code-là, il est difficile d'analyser de façon statique quelles peuvent être les dépendances. L'avantage de Dagger, c'est que toutes les dépendances sont exprimées de façon tout à fait compréhensible, même pour une machine et même au processeur d'annotation. Et c'est pour ça que le processeur d'annotation a su me dire que j'avais plus aucune façon d'obtenir un user service parce qu'il a fait cette analyse statique quand il était invoqué par Eclipse, en fait. Donc, au moment de la compilation implicite qu'Eclipse fait. Et l'autre chose, c'est que Dagger, c'est quand même beaucoup plus facile pour le débugage. C'est-à-dire, Juice, comme tout passe par la réflexion, quand ça marche, c'est très bien. Quand ça ne marche pas, ça peut être extrêmement difficile de voir où est le problème. Parce que, comme il y a de la réflexion de partout, il n'y a rien qui indique, par exemple, dans une trace de stack, quelle était la source du problème. Donc, je vais montrer quelques exemples tout à l'heure. Il faut dire quand même que Dagger manque quelques features de Juice. Je dirais que parmi les 4 que je cite ici, il y en a qu'un qui est un peu gênant et les autres pas du tout. Enfin, ça c'est mon avis. L'injection assistée, ça c'est un truc avancé de Juice, mais en tout cas, donc j'ai oublié de dire, mais AutoValue, en fait, ça fait partie d'une suite de projets de chez Google, le projet Auto. Il y en a 2 autres qui sont AutoService et AutoFactory. Donc AutoFactory, justement, ça permet de faire l'équivalent de l'injection assistée de Juice, mais en générant du code. Donc, du coup, on peut l'utiliser avec Dagger. C'est même sa raison d'être principale. Autre chose qui manque de Juice, c'est les custom scopes. Donc, par exemple, quand on utilise Juice avec les servlets, on a un scope par requête. Donc, on peut avoir des définitions de valeurs par requête qui disparaissent quand la requête est finie et qui n'interfèrent pas avec les valeurs qu'aurait une autre requête. Ça, on peut le faire dans Dagger d'une autre façon, une façon complètement différente. C'est de créer un graphe fils du graphe principal. Et c'est ce graphe fils, et on va voir un graphe fils par requête, et c'est ce graphe fils qui va contenir les définitions qu'on veut. Troisième chose de Juice, alors moi j'ai jamais pu comprendre pourquoi Juice incluait un support pour l'AOP, parce que pour moi ça n'a rien à voir, mais en tout cas il en a un et Dagger n'en a pas, et c'est tant mieux. Et puis, dernière chose, les map bindings de Juice. Bon, pour ceux qui savent ce que c'est, je ne vais pas l'expliquer, mais on a les set bindings dans Dagger, mais on n'a pas encore, en tout cas, les map bindings. Donc, ce que je disais sur la facilité ou la difficulté de débugger, je me suis amusé à prendre un provider, les méthodes provider que je montrais tout à l'heure, et à faire qu'il jette une exception. Donc ça, c'est un truc qu'on voit au runtime, que ce soit Dagger ou Juice. Évidemment, Dagger ne va pas savoir « Ah oui, cette méthode-là va ajouter une exception au moment de la compilation ». Donc, c'est qu'au moment de l'exécution qu'on va détecter les erreurs. Juice, les gens de Juice ont quand même fait un effort pour que les exceptions soient un peu plus compréhensibles. C'est-à-dire, tout ce texte-là, c'est le support Juice qui a traqué pendant la création, donc c'est une exception qui est produite au moment de la création du graphe. Pendant cette opération, il traque où c'est qu'il en est, pourquoi il fait ça, etc. Donc il nous dit d'une façon sympathique, le problème c'est que j'ai voulu pour le paramètre 0, et il n'a pas accès au nom des paramètres parce que la réflexion ne donne pas ça. Donc pour le paramètre 0 de ce constructeur, donc on est obligé de savoir quand même que le init là-bas, en fait, c'est le nom de la constructeur. Pour le paramètre 0, en essayant de créer message store ample pour message store paramètre 0 de mail server, blablabla. Donc ça, c'est à peu près compréhensible, et c'est tant mieux parce que quand on regarde la vraie stack, ça ressemble à ça. Donc on a Duo en bas, il n'y a rien en fait qui référence mon code à moi. Il y a mail server, c'est là où j'ai jeté l'exception, et tout le reste, c'est des méthodes internes de Juice qui font de la réflexion, donc je ne vois pas du tout pourquoi Juice a décidé à ce moment-là d'invoquer ce provider. Donc, j'ai eu, heureusement, ce truc-là en l'occurrence, mais il y a d'autres erreurs de Juice où malheureusement, on n'a pas ces informations. Tout ce qu'on a, c'est ça, et là, pour essayer de s'en sortir, c'est pas facile, hein. Je peux
constater parce que justement dans Gmail, on a ce genre d'horreur beaucoup plus souvent qu'on aimerait. Alors, Dagger, au contraire, comme c'est que du code généré, il n'y a pas de réflexion là-dedans, enfin, sauf au tout début. Donc, quand on fait object_graph.get, on va comme être obligé de faire un peu de la réflexion pour savoir par où commencer. Mais une fois qu'on fait ça, c'est que de la méthode, que du code généré qui va être exécuté. Bon, ça c'est un petit peu critique, mais c'est quand même déchiffrable. On peut voir en haut que provide database, c'était appelé par un database module, qui lui était appelé par un message store ample, inject adapter, depuis le mail server, provide message store. Donc là, le nom de ma méthode provide est encodé dans le nom de la classe, là à droite. Donc provide message store, c'était la méthode qui a fait ça. Et ça, c'était pour le cadre de mail server et ainsi de suite. Donc quand même, quand on s'y connaît un petit peu, c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver. Bon, voilà, donc ça c'est Dagger. Là, de nouveau, c'est un projet public. Voici l'URL et la façon de l'utiliser dans Maven. Donc là encore, pour créer un projet qui utilise AutoValue ou Dagger, si on utilise Maven dans son IDE, il suffit de mettre une clause, enfin une dépendance comme ça dans sa liste de dépendances et tout va être configuré comme il faut. Si on n'utilise pas Maven dans son IDE, c'est toujours possible, mais il y a quand même un petit peu plus de configuration à faire. Alors, ça c'est des exemples. Donc j'ai promis quand même de parler de comment on peut écrire ses propres processeurs d'annotation. Donc avant de rentrer dans les détails, il faut quand même savoir quelles sont les limitations, quelles sont les choses qu'on peut faire et quelles sont les choses qu'on ne peut pas faire. Donc, un processeur d'annotation est invoqué par le compilateur avec de quoi voir le code qui est en train d'être exécuté, mais pas tout le code. C'est-à-dire, on peut voir les classes, les noms, l'héritage, cette classe-là étant cette autre classe, les génériques, donc c'est une liste string ou je ne sais pas quoi. Les méthodes, donc le nom d'une méthode, les types des paramètres, les noms de paramètres, les types de retour, les génériques, les champs, les annotations. Et donc voilà, bon, je passe au slide suivant parce que quand même, je voudrais dire ce que les processeurs ne peuvent pas faire, c'est qu'ils ne peuvent pas voir du code dans les méthodes ou les initialiseurs. C'est-à-dire, moi, je peux voir qu'il y a des méthodes. Dans le cas de AutoValue, par exemple, j'avais besoin de voir quelles étaient les méthodes parce que pour chaque méthode abstraite, je vais générer une implémentation dans la sous-classe. Et je peux faire ça parce qu'un processeur de notation peut voir la signature de chaque méthode. Mais ce qu'il ne peut pas voir, c'est le code à l'intérieur de la méthode. Donc, par exemple, la méthode create, qui était ma méthode factory, si j'avais eu envie de rentrer dans cette méthode-là et de vérifier qu'il appelle bien le constructeur qu'il faut avec les paramètres qu'il faut, ça je ne peux pas faire, parce que je ne peux pas voir le code à l'intérieur d'une méthode. Néanmoins, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ces informations-là, comme l'illustrent les deux exemples qu'on a vus. Et notamment, donc, on peut générer de nouveaux codes à compiler. Donc, c'est ce que font les deux exemples que j'ai montrés. Mais pas que ça. On peut générer d'autres fichiers. On va voir un petit exemple de ça tout à l'heure. D'autres fichiers que du Java. Ces autres fichiers, le compilateur les génère, enfin le processeur les génère. Comme ce n'est pas du point Java, le compilateur les ignore. Et puis, dernière chose, ils peuvent faire des checks. Et donc, c'est ce que fait Dagger. Par exemple, c'est ce qu'on a vu. Dagger a constaté que je n'avais plus aucune définition de user service, et donc il a signalé une erreur. Donc si j'avais invoqué le compilateur depuis la ligne de commande, j'aurais vu l'erreur dans l'output de ça, et sinon dans l'IDE, comme on l'a vu, c'est signalé avec une ligne rouge et un message quand on passe dessus. Donc, je disais, on ne peut pas voir l'intérieur des méthodes, et l'autre chose qu'on ne peut pas faire, c'est de modifier le code des classes existantes, c'est-à-dire les classes en entrée, comme adresse.java. On aurait bien aimé, en fait, qu'au lieu de dire que c'est autovalue-adresse qui est générée, on aurait bien aimé que ce soit adresse.autovalue ou quelque chose comme ça, une classe
intérieur de AutoValue. Mais ça, c'est pas possible. On ne peut pas modifier de quelque façon que ce soit le code des classes en entrée. Et ça c'est voulu. Hein. C'était considéré au moment de la conception des processeurs d'annotation que ça violerait en quelque sorte le principe WYSIWYG de Java, que de dire que le code qu'on voit finalement devant soi, c'est pas le code au final qui va être exécuté. Et puis, dernière chose que je voudrais dire, c'est que là, je parle de processeur d'annotation, mais dans le titre du talk, je parle plutôt de plugin, parce que ces processeurs d'annotation, en fait, c'est des processeurs tout court. On peut en écrire un qui ne dépend d'aucune annotation. On peut écrire un processeur d'annotation qui est invoqué pour tous les fichiers de la compilation. Donc, je signale ici comment on y fait, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Par exemple, moi, je décrète pour mon projet qu'aucune classe ne doit avoir une méthode finalize, parce que les finalizers ne sont pas très fiables, donc c'est une mauvaise pratique. S'il y a de nouvelles personnes qui rejoignent mon projet, je voudrais quand même m'assurer que personne ne s'amuse à introduire une méthode comme ça. Donc, je crée un processeur qui regarde toutes les classes qui sont en train d'être compilées, et si jamais il trouve une méthode finalize, alors là, il va signaler une erreur. Et ça, encore une fois, on peut le faire parce qu'on peut voir la signature de chaque méthode. On ne peut pas voir ce qui est à l'intérieur de cette méthode finalize, mais au moins on peut voir qu'elle est là. Alors, Dagger, par exemple, ces processeurs utilisent cette possibilité. AutoValue est entièrement déclenché par la notation AutoValue, mais dans Dagger, c'est autre chose. Donc, comment écrire son propre processeur? Déjà, avant de commencer, ça serait bien de regarder un peu quelques exemples parce que, bon, c'est très faisable, mais l'API des processeurs d'annotation, je dirais, est perfectible. Elle peut être un petit peu difficile à saisir. Donc, le mieux à faire, c'est de regarder comment c'est fait dans les projets existants. Si moi, j'ai besoin d'itérer sur les méthodes, par exemple, je sais que AutoValue itère sur les méthodes, donc je regarde le processeur de AutoValue, comment lui, il s'y prend pour faire cette itération. Et deux projets dont je vais parler brièvement, qui aident aussi dans la création de processeurs, sont Java Writer et Compile Testing. Bon, déjà, rappel, la définition d'une annotation. Toutes ces classes-là sont importées de ce package-là. On doit, pour une annotation, définir optionnellement trois choses. La rétention de l'annotation, c'est-à-dire que est-ce que l'annotation est visible, par exemple, à la réflexion? Est-ce que c'est visible au runtime? Donc ça, c'est retentionPolicy.runtime, si j'ai bonne mémoire. Et c'est ce que, probablement, si vous avez déjà défini des annotations, vous avez probablement fait ça, parce que sinon, votre annotation, vous n'avez aucune façon d'y accéder. Mais pour une annotation qui est référencée depuis un processeur, il suffit de mettre retentionPolicy.source. C'est-à-dire, cette annotation n'est visible qu'au moment de la compilation. Après, elle disparaît. Elle n'est pas inclue dans le fichier .class généré, comme les retentionPolicy.runtime. Mais ça suffit parce qu'un processeur d'annotation tourne pendant la compilation. Donc, l'annotation est là et il peut la voir. Donc, autre chose qu'on peut définir, à quoi s'attache cette annotation? Donc, en l'occurrence, mon annotation va s'attacher à des types, c'est-à-dire des classes, des interfaces, des enums et aussi des annotations, des définitions d'annotation comme celle-là. Et troisième chose que je peux dire ou ne pas dire, documented, ça veut simplement dire que quand j'utilise cette annotation dans un programme, est-ce que il va figurer dans la Javadoc? Donc, en fait, ces valeurs-là, c'est exactement les valeurs qu'on a pour AutoValue. AutoValue à retentionPolicy.source, donc n'est pas visible au runtime. Comme je disais, ça doit être invisible qu'on a utilisé AutoValue, donc retentionPolicy.source, et après ça disparaît. Target element type, ça veut dire donc qu'AutoValue s'applique aux classes et pas aux méthodes ou autre chose. Et c'est pas documenté parce que, comme je disais, c'est un détail d'implémentation. Et voici à quoi ressemblent quelques exemples de l'annotation que je viens de définir. Donc,
Ce bout de code, c'est pas tout simple, mais c'est pas non plus très, très compliqué. Et c'est par là qu'il faut commencer, je dirais, pour écrire un processeur. C'est-à-dire, on doit étendre Abstract Processor. Il y a 3 méthodes qu'on doit overrider qui sont getSupportedAnnotation types. Donc, en l'occurrence, moi, je veux retourner une set qui contient mon annotation parce que c'est la seule qui m'intéresse. Je dois dire quelle est la version source que je supporte. Donc, je vais dire c'est la version la plus récente. Là, c'est un peu un pari. Je suppose que dans une version encore plus récente que celle que j'utilise maintenant, que ce soit Java 9, par exemple, mon processeur va continuer à marcher. Généralement, c'est ce qui vaut mieux. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Sinon, on peut dire je ne supporte que les versions jusqu'à 7 ou autre chose comme ça. Et puis finalement, on va définir la méthode process qui va faire en gros tout ce que doit faire le processeur d'annotation. Et dernière chose, là j'ai mis cette annotation autoservice tout en haut, donc c'est le 3e projet du groupe auto dont je parlais, et c'est tout bête, hein, tout ce que ça fait, c'est de générer le fichier meta-inf services qu'il faut, donc pour que le jar qui va être généré de ça va être compris par le compilateur Java. Donc, pour que le compilateur Java puisse trouver une annotation processor dans un jar, il faut quand même qu'il y ait cette entrée meta-inf services quelque chose, et c'est ce processeur-là qui va s'occuper de ça. Bon, j'ai plus de temps pour parler de ça, mais bon, les annotations, on peut dire, ouais. J'abrège, parce que je voudrais quand même parler de Java Writer. Donc Java Writer, c'est un projet qui permet de créer du code, par exemple pour un annotation processor, pas que, mais surtout. Et la façon dont ça marche, c'est globalement, on appelle des méthodes pour les différents éléments du programme qu'on est en train de générer, enfin de la classe qu'on est en train de générer. Et lui, il va s'occuper de gérer les imports, de faire l'annotation. Par exemple, là, on a commencé une méthode et ensuite on a commencé un try. Et donc, il va faire l'indentation qu'il faut pour ça. Et il va détecter si jamais l'indentation ne correspond pas. Donc, si à la fin, j'oublie de faire le end méthode ou autre, il va me le signaler. Donc, c'est très bien. Autre façon de faire, c'est par les templates. Moi, je trouve... Enfin, ça se discute. Moi, je trouve que c'est un peu difficile de voir quel code va être généré de ça. Alors, les templates, c'est... Bon, là, j'utilise les templates AutoValue, que c'est un langage que j'ai créé moi et que je ne peux pas recommander parce que c'est quand même extrêmement critique. Mais les templates, si c'est bien fait, en l'occurrence, ça ne l'est pas, mais si c'est bien fait, on peut beaucoup plus facilement voir à peu près à quoi va ressembler le code généré. Et finalement, il y a Compile Testing, qui est un projet de Google, qui permet de vérifier que les processeurs d'annotation fonctionnent correctement. Donc, 2 choses. Pour les tests positifs, on veut vérifier qu'avec cette entrée-là, on va générer du code qui ressemble à ça. Et Compile Testing va permettre ça. Il va comparer l'arbre syntaxique, donc peu importe s'il y a quelques espaces par-ci, par-là qui changent, mais il va quand même vérifier que le code généré est ce qu'on attendait. Et deuxième chose, deuxième chose, c'est qu'il va permettre de tester les erreurs. Si j'ai cette chose-là, je dois avoir cette erreur-là. Bon, là, je pense que je vais m'arrêter là et inviter des questions. Donc, juste en résumé, les annotation processors, c'est facile. Ça étant les IDE, il y a un écosystème qui apparaît et il y a des exemples qui sont quand même très intéressants, qui sont AutoValue et Dagger. Voilà. On a 2 minutes pour des questions. Qu'est-ce que je pense des nouveaux... là, oui. Oui, donc je répète la question. Les API de plugin de JDK 8 qui sont propres au JDK, hein, ce n'est pas un standard. Et donc, du coup, ça interagit peut-être moins bien avec les IDE. C'est plus puissant parce que ça permet, je crois, de rentrer dans le code, de voir l'intérieur du code. Mais là, encore une fois, on se maque quand même avec les JDK quand on le fait. D'autres questions ?
dans l'auto-value, je veux changer moi-même la façon dont tu vas générer, enlever les préconditions. Est-ce que ça peut... Alors, la question c'est, est-ce qu'on peut customiser le code qui est généré par un processeur d'annotation? Si je comprends bien la question, il y a une possibilité, c'est de passer au compilateur un flag moins grand A, qui va être un flag qui est passé aux annotation processors. Donc c'est un peu comme le moins grand T qui définit des propriétés du système, mais là ça définit des propriétés en quelque sorte de processeur. Ça répond à la question? Par exemple, si je veux enlever le precondition, Oui. Bah, sinon, autre chose qu'on peut faire, c'est pas AutoValue, là, il y a rien dedans, mais il pourrait y avoir un flag, par exemple. Il pourrait dire AutoValue preconditions égale true ou false, et si c'est false, il ne le génère pas. Parce qu'on peut voir ce qu'il y a comme contenu de la notation, pas que la notation elle-même. Donc, si vraiment ça nous inquiétait, on pourrait effectivement faire ce genre de choses. Pas d'autres questions? Ah. Oui. Donc, la question c'est est-ce qu'on peut voir non seulement les sources mais aussi les ressources? Et effectivement, on peut, c'est-à-dire il y a une API de file qui dit comment je génère un fichier, mais aussi comment j'en ouvre. Et je peux ouvrir des fichiers qui sont sous la racine source de la même façon qu'un fichier source. Oui. Et là, il n'y a plus de temps.